علماء الإسلام, les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient. حلقة اليوم عن الطوسي. Aujourd'hui, je vous présente un savant d'Asie centrale dont la vie a occupé les 3/4 du XIIIe siècle. Sur le plan politique, il a été à la fois un observateur et un acteur des grands événements de son temps, ce qui lui a valu beaucoup d'ennemis. Sur le plan intellectuel, il fait partie de cette communauté d'hommes de science qu'on qualifie de polygraphes. Cela signifie qu'il a réfléchi et écrit sur de nombreux sujets qui ont intéressé ses contemporains. Mais il a été plus que cela, dans la mesure où il a innové dans certains domaines. Sa troisième particularité est d'avoir été à la fois un pur produit de la tradition scientifique arabe dans le monde persan et un représentant éminent de la production scientifique persane à travers une partie non négligeable de ses publications. Il s'agit de Nasir ad-Din al-Tawsi, qui porte le nom de sa ville natale, Tos, une cité iranienne voisine de Nishapur. Comparé à d'autres périodes de l'histoire de l'Empire musulman, son époque a été beaucoup plus mouvementée à cause de deux grands événements. À l'ouest de l'espace musulman, les croisades chrétiennes qui avaient commencé à la fin du XIe siècle. À l'est, les invasions mongoles lancées au début du XIIIe siècle sous le règne de Gengis Khan. Les conséquences de ces offensives répétées ont été catastrophiques pour l'Empire musulman dans son ensemble. Perte momentanée ou définitive d'un certain nombre de territoires et surtout accélération du processus d'effritement du monopole musulman sur le commerce international, terrestre et maritime. At-Tawsi est né en 1201 dans une famille chiite. À l'issue de sa formation primaire, dont on ne connaît pas le contenu, il est initié par son père à certaines matières religieuses. En philosophie, c'est son oncle qui lui a enseigné les bases de la logique, de la physique et de la métaphysique. Un troisième enseignant lui a donné une première formation en géométrie et en algèbre. À une date indéterminée, il s'installe à Nishapur pour y suivre, auprès de professeurs éminents, des formations supérieures en médecine, en philosophie et en mathématiques. À l'âge de 30 ans, At-Tawsi est invité par le chef de la forteresse d'Alamout, située au sud-ouest de la mer Caspienne, à venir y travailler. Cette plateforme forte était contrôlée par des Ismaéliens qui appartiennent à l'une des composantes du chiisme. Après un séjour de quelques années, At-Tawsi demande à quitter Alamout pour aller s'installer à Bagdad. Certaines sources nous disent que, devant le refus de ses hôtes, il prend la décision de fuir clandestinement. Après l'échec de sa tentative d'évasion, il se retrouve en résidence surveillée, mais avec la liberté de mener ses activités scientifiques. Cette situation va durer une vingtaine d'années, au cours desquelles il a produit de nombreux ouvrages en astronomie, en mathématiques et en philosophie. L'année 1256 est un tournant dans la vie de notre savant. À l'issue d'une progression fulgurante, commencée en 1255, une armée mongole, dirigée par Hulagu, petit-fils de Gengis Khan, arrive au pied de la forteresse d'Alamout, qui est prise d'assaut et détruite. Libéré, At-Tawsi est nommé conseiller du chef mongol, avant d'être promu à la tête des affaires religieuses et des biens de main morte, les habous. En 1258, il est avec l'armée mongole qui assiège Bagdad et qui met fin au califat abbasside en exécutant le dernier calife de la dynastie. L'année suivante, At-Tawsi soumet à Hulagu un projet de construction d'un observatoire financé par l'État et dont le but était de réaliser des observations astronomiques et des mesures pour mieux connaître le mouvement des objets célestes et, par conséquent, ce qui intéressait Hulagu, pour faire de meilleures prévisions astrologiques. L'observatoire sera édifié à Maraga, la nouvelle capitale du pouvoir mongol. Des sommes très importantes ont été débloquées pour financer la construction de l'établissement,
et pour le doter de tout ce qui est nécessaire à son fonctionnement, en particulier une bibliothèque et un grand atelier pour réaliser des instruments permettant de faire des mesures précises. Certains de ces instruments sont très anciens, comme l'astrolabe, la sphère armillaire et le cadran mural. D'autres ont été inventés plus tard, comme celui qui sert à mesurer le diamètre de la Lune et du Soleil au moment des éclipses, ou celui qui permet de déterminer l'obliquité de l'écliptique, c'est-à-dire l'inclinaison du plan sur lequel se déplace le Soleil dans son mouvement apparent. Pour la conception puis la construction de l'observatoire, At-Tusi a sollicité les compétences de certains de ses collègues qui étaient en relation avec lui, comme Al-Urdi de Damas et Najm ad-Din al-Qazwini. Mais pour faire fonctionner l'observatoire, après sa construction, il fallait bien sûr recruter des employés et surtout des artisans spécialisés dans la réalisation des instruments. Et il fallait aussi étoffer l'équipe des astronomes. At-Tusi a fini par trouver une quinzaine de spécialistes qui sont venus compléter le groupe initial. Mais le recrutement de certains d'entre eux a été un peu particulier. En effet, des sources fiables nous rapportent que deux d'entre eux, Ibn Sabouni et Muhyiddin al-Maghribi, avaient été faits prisonniers par les soldats de Houlagou, l'un à Bagdad et l'autre à Damas. Le dernier astronome qui a rejoint l'équipe scientifique de Maragha est Fo Munji, un scientifique d'origine chinoise. Dès le démarrage des activités de l'observatoire, At-Tusi met en chantier un vaste programme de calcul, de mesures et d'observation du ciel. Sa réalisation a demandé 12 années de travail, qui ont abouti à la confection de tables astronomiques nouvelles et de calendriers. L'ensemble a été publié sous le titre de Zij al-Ilkhani. Mais notre savant trouve le temps pour poursuivre ses propres activités de recherche, d'enseignement et de publication, en arabe ou en persan, sur des sujets variés, en particulier sur la philosophie, la théologie, la minéralogie, et surtout les mathématiques et l'astronomie. Pour ces deux dernières matières, il consacre beaucoup de temps dans la réalisation d'ouvrages qui feront partie du programme de formation des futurs spécialistes de ces deux domaines. Ces publications sont en fait de nouvelles rédactions d'une grande partie du corpus mathématique et astronomique grec. Mais, parallèlement, on lui doit des contributions tout à fait originales. En trigonométrie, il a rédigé un ouvrage important intitulé « Livre sur la figure sécante » qui marque définitivement l'indépendance de cette discipline par rapport aux autres domaines. En astronomie, il est le premier à avoir donné une réponse mathématique aux questions posées par les philosophes et astronomes d'Al-Andalus que j'ai déjà évoqués. Le livre dans lequel il a exposé ses contributions est intitulé At-Tadhkira. C'est un traité d'astronomie théorique dans lequel il expose ses critiques contre les modèles planétaires de Ptolémée avant d'exposer ses propres modèles. Il me reste à vous dire quelques mots sur la postérité de l'œuvre d'At-Tusi. En ce qui concerne l'observatoire de Maragha, il a continué à fonctionner jusqu'en 1304, sous la direction de ses deux fils, Sadr ad-Din puis Asil ad-Din. Au XIVe siècle, un projet semblable a été réalisé à Samarkand par le prince mongol Ulugh-Bek. Une équipe de scientifiques éminents y a travaillé sous la direction du célèbre mathématicien et astronome Al-Kashi. Quant aux deux ouvrages astronomiques les plus importants qu'il a réalisés et dont il a dirigé la rédaction, leur circulation a commencé du vivant même du savant. Le premier est le Zij al-Ilkhani. Il a été étudié et utilisé en Asie centrale, dans sa version persane, et au Proche-Orient, dans des versions arabes. Il a également bénéficié d'un certain nombre de commentaires. L'un d'eux a circulé en Europe, et il a fait l'objet d'une traduction en latin, publiée à Londres en 1650. Le second ouvrage est la Tadhkira. Son contenu a d'abord été étudié à l'observatoire de Maragha, puis par les astronomes de Syrie, et il a inspiré de nombreux commentaires. Un peu plus tard, une traduction en persan en a été faite, ce qui lui a permis d'avoir une plus grande diffusion. Quant à sa présence en Europe, elle n'est pas confirmée, mais nous savons aujourd'hui que certains modèles planétaires, inventés par At-Tusi, ont circulé dans l'espace latin d'une manière indirecte
d'abord en Italie, avant de parvenir à Copernic, qui les a utilisés dans l'un de ses ouvrages. كنا مع برنامج علماء الإسلام. C'était les savants de l'islam. Les savants de l'islam, une émission préparée et présentée par le professeur Ahmed Jabbar. Les savants de l'islam, en coopération avec le Conseil supérieur scientifique et culturel de la Grande Mosquée de Paris et Radio Orient.